Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de la société Le Bon Coin. On est ici pour vous faire une présentation sur le bien-être au travail. Donc déjà, on a envie que vous soyez bien. Donc mettez-vous bien confortablement dans vos sièges. Voilà, relaxez-vous, détendez-vous. On n'a pas les masseuses, mais détendez-vous. Champagne peut-être, Robin? Champagne? Non. Non? Bon, pas de champagne. Alors, je me présente, je suis Julien, je suis manager chez Le Bon Coin. Et je vais laisser mes camarades se présenter, mais juste avant, juste un petit truc. On va parler de beaucoup de choses. On va vous présenter beaucoup de choses qu'on a mis en place. On ne va pas pouvoir entrer dans le détail de chacune, comment on l'a implémenté, etc. Surtout derrière, n'hésitez pas à venir nous voir s'il y en a une qui vous intéresse. Et on vous donnera tout le détail, combien de temps ça a mis, comment on a fait, etc. D'accord ? Donc moi c'est Robin, je suis tech lead dans une équipe de 10 personnes et je travaille sur les outils internes du Bon Coin. Du coup, je m'appelle Guillaume, je suis DevOps dans une équipe qui s'occupe de toute la partie CI/CD pour toutes les entités du groupe Le Bon Coin. Et salut, moi c'est Pauline, je ne sais pas si vous aurez deviné, mais je suis RH et je m'occupe du recrutement et du développement RH. On y va ? Allez. Du coup, on voulait vous présenter différentes initiatives et on s'est appuyé sur la pyramide de Maslow, que vous connaissez sans doute, qui est la pyramide des besoins et qui part des besoins physiologiques, on va pas en parler, des besoins de sécurité. Donc nous, on a rattaché ça à l'équilibre pro-perso, le besoin de stabilité. On va parler ensuite des besoins sociaux, de comment on s'intègre bien dans une équipe, une ambiance conviviale et comment est-ce qu'on peut soutenir les différentes initiatives que les salariés veulent mettre en place. On verra les besoins d'estime, donc comment est-ce qu'on donne de l'autonomie, comment est-ce qu'on va tous ensemble dans la même direction et comment est-ce qu'on s'améliore en continu. Et on terminera par le besoin d'accomplissement qu'on a rattaché au besoin de vouloir grandir en permanence et d'avoir un impact social. Donc on va commencer l'équilibre pro-perso, donc c'est un peu la chose de base aujourd'hui. Comment est-ce qu'on intègre bien sa vie pro dans sa vie perso ? Et à chaque fois, du coup, les devs qui sont à ma droite vont vous donner des exemples concrets de ce qu'ils vivent et de ce qu'on a mis en place. Du coup, Robin, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer les bonnes habitudes ? Alors moi pour essayer de maintenir un équilibre entre pro et perso, Le Bon Coin c'est une boîte où il y a une grosse culture d'entreprise, donc c'est parfois un peu compliqué de justement faire le distinguo entre le pro et le perso. Ce que j'essaie de faire, c'est que quand j'ai des coupures dans la journée, la pause de midi par exemple, j'essaie de faire quelque chose qui me fait vraiment couper du travail, c'est-à-dire avoir une activité à l'extérieur ou sortir manger à l'extérieur. Quand je fais des pauses, je fais des vraies pauses et j'essaye de ne pas travailler trop tard le soir. Ce qui est bien, c'est qu'on a des locaux qui ferment à 21h, c'est une volonté de la direction et c'est pour justement nous inviter à ne pas mélanger pro et perso et respecter cet horaire de fermeture. Donc quand je rentre chez moi, j'essaye de vraiment couper. Je lis pas mes mails, et de toute façon j'en ai pas beaucoup à lire parce qu'on est invité à pas envoyer de mails le soir, justement pour respecter un peu ce droit à la déconnexion. Ouais, mets-le sur ton... Faut que je le mette là ? Ouais. Bon, vous avez rien entendu, c'est ça, je recommence tout. Voilà, donc en gros, je m'efforce de moi m'imposer des vraies coupures et quand je suis plus au boulot, je suis plus au boulot et comme ça me permet de, quand je suis au boulot, je me concentre vraiment sur le boulot. Ça c'est mon point de vue de dev. Après je sais que côté manager, il y a aussi des choses à faire. Donc c'est Julien qui va vous en parler. Oui, alors évidemment, les développeurs peuvent vouloir mettre des choses en place. Si derrière, côté management, ça ne suit pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, au niveau du management, déjà, on va expliquer aux développeurs et on va faire en sorte qu'ils comprennent qu'on ne veut pas de présentéisme. Voilà, on n'est pas à vouloir que les gens restent jusqu'à 19h pour rester jusqu'à 19h. Ça implique qu'on leur fasse confiance. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils savent ce qu'ils ont à faire. Voilà, il y a l'horaire des locaux aussi, qui est une chose importante. On va éviter aussi de culpabiliser, le sentiment de culpabilisation. Ah oui, tu pars maintenant. Donc non, voilà, les gens sont libres, ils ont fini, ils partent quand ils veulent. On va mettre du télétravail en place aussi. Et puis voilà, c'est vraiment être attentif aux développeurs. Si on voit qu'il y a des gens, par exemple, qui sont plusieurs jours d'affilée, ils sont là jusqu'à 20h30, etc., on va les voir. Qu'est-ce qui se passe ?
pourquoi tu rentres pas, etc. Donc on va les encourager à vraiment couper, à être reposés, parce qu'on sait qu'un développeur fatigué, il rentre dans un espèce de cercle un peu vicieux et il n'est pas efficace et de toute façon, ça ne sert à rien. Voilà. Merci. Donc, on a une bonne équipe vie pro-perso et on travaille aussi, on fait attention à ce qu'il y ait une bonne ambiance, à ce qu'on fasse attention à la proximité, à la bienveillance. Guillaume, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la bienveillance ? Ouais, c'est un mot très rigolo, mais c'est un vrai mot. Je le mange ou non ? Ça, très bien. Ça fait un peu peur, hein, mais Je suis très bienveillant. Voilà, bienveillance, voilà, c'est un bon exemple. Non, bienveillance et proximité, c'est des mots qu'on entend souvent et chez nous, ça peut être des choses simples comme je pense beaucoup de boîtes ont. Ça peut être par des événements, donc ça va être des séminaires, ça va être des team building. Donc on va voir les team building, on en a différents selon les envies des gens et des développeurs. Mais ça va être aussi, par exemple, quelque chose qu'on a mis en place et qu'on aime bien, c'est le lunch dating en fait. Le lunch dating, c'est une fois par mois, on propose 3 restaurants. 3 restaurants nous sont proposés, pardon. Et l'idée, c'est de se réunir, et principalement pas avec les gens avec qui on travaille ou qu'on côtoie toute la semaine ou tous les jours, mais avec d'autres personnes de la boîte qui font d'autres métiers qu'on connaît peut-être pas. Et c'est d'apprendre à les connaître, c'est d'apprendre à justement en fait, profiter aussi de cette pause pour parler d'autres choses que du boulot et de créer des liens différents que ceux du travail en fait. Et pour l'intégration, un autre exemple qu'on a, c'est que quand on recrute chez Le Bon Coin, on en parlera un peu plus tard, on fait vachement attention à la mentalité des gens en fait. On recherche des gens par rapport à des compétences, comme toute entreprise, mais on fait surtout attention qu'on ait les mêmes valeurs. Et pour ça, en fait, du coup, c'est comme ça qu'on réussit en partie l'intégration des nouveaux arrivants. Et en même temps, on a un parcours d'intégration qui fait qu'après le petit déj d'intégration qui est dans la pièce là-bas, la première semaine en fait, est dédiée à la découverte de tous les services. Donc ça veut dire que la première semaine, les gens ne travaillent pas vraiment, mais sont plutôt là pour découvrir en fait, qui fait quoi dans la boîte, à quoi servent tous ces services et pourquoi ils sont tous là. En fait. Donc ça permet de créer un lien et que dès la deuxième semaine, la personne en fait, elle soit dans le bain et super à l'aise. Et toi, ton intégration, c'était bien ? Ah, bof. Non, c'était bien. Du coup, j'ai fini mes 3 mois de période d'essai et c'était bien. Et j'ai eu la surprise de découvrir à 9h30 ma tête partout dans l'entreprise. Donc, c'est sur 5 étages avec une magnifique photo. Et tout le monde qui venait me voir en mode bravo. Donc, j'étais très content. Un peu tout rouge toute la journée, mais très content. Mais voilà, ça, c'est un bon exemple et c'est super chouette. Et ensuite, on a aussi quelque chose de simple pour réunir et intégrer que les gens se sentent bien, c'est de soutenir les initiatives qui sont proposées par les salariés. Et Robin, est-ce que tu as des exemples concrets que tu peux présenter ? Moi, je fais un petit peu de sport et il y a quelques années, quand je suis arrivé, j'ai proposé à 2-3 collègues d'aller courir avec moi sur l'heure de midi. Et en fait, ça a vite pris, ça m'a un peu surpris pour le coup, mais on est vite passé de 3-4 à aller courir à 4-5, puis à 10, puis à 12. Et aujourd'hui, on est arrivé on a 5 cours de sport qui sont animés par des salariés en interne par semaine, donc tous les jours finalement sur les pauses midi. Et on a 30 à 40 personnes qui viennent régulièrement, donc 1 à 2 fois par semaine. Donc il y a un engouement qui s'est fait, et puis je pense que les gens profitent un peu de l'effet de groupe, et c'est plutôt sympa. Et comme autre initiative qu'on a mis en place et qui prend assez bien, c'est qu'on s'est dit que tous les mois, on allait prendre un petit moment en fin de journée pour se projeter un film. On a des amphis dans les locaux. Et donc, une fois par mois, on projette un film. Alors, c'est principalement un gros nanar, ouais. Mais on regarde ça tous ensemble, on prend l'apéro, on grignote un morceau et c'est pareil, c'est plutôt convivial et c'est assez agréable. Donc ça, c'est des initiatives salariées. Après, on a beaucoup de choses au Bon Coin. On a des communautés de musique, on a un groupe de musique. On a des gens qui, s'ils veulent s'exprimer sur un sujet, sur une passion, ils peuvent le faire le midi au format un peu BBL. Donc ils peuvent parler de whatever. Ça peut être de la couture, de la photo, du dessin, tout ce qu'ils veulent. Et les gens qui sont intéressés viennent. On a des tables de jeux de rôle. On a même une initiative qui permet aux familles de venir dans les locaux. Alors l'initiative est basée sur s'initier au code. Donc les gens viennent avec leurs conjoints, leurs conjointes, leurs enfants. C'est sur le samedi. Et c'est pareil, ça prend plutôt bien. Et c'est assez agréable. Donc, l'avantage de tout ça, c'est que c'est gratuit pour tout le monde, puisque ça part d'initiatives salariées, donc c'est animé par des salariés. On fait des rencontres informelles, c'est-à-dire que
enfin, croiser quelqu'un en slip dans le vestiaire, qui finalement, on était en réunion avec lui le matin, ça crée des situations qui sont sympas et ça permet aux gens de se lâcher un petit peu. Surtout quand c'est le peu, DG. ouais, hein. un peu gênante aussi. Et donc voilà, et les gens profitent aussi de l'effet de groupe, ça a un effet sur la cohésion. Et donc tout ça fait que Le Bon Coin encourage fortement les initiatives salariées. On vous avait dit, on essaye d'aller vite et d'être concret, mais si ça n'allait pas assez, après il y aura des questions. Et donc n'hésitez pas à nous reposer des questions sur certains sujets dont on parle. Là, on rentre un peu plus dans la théorie, c'est dans la pyramide de Maslow, c'était le besoin d'estime, le besoin d'autonomie. Donc il y a une théorie qui existe depuis longtemps, Julien. Oui, en fait, bon, les gens s'imaginent que le management moderne, c'est quelque chose d'assez récent, etc. Mais déjà, depuis les années 60, il y a des personnes comme Douglas MacGregor qui ont un peu réfléchi à ça. Il a établi 2 théories. La première, X, part du principe que les salariés, vous êtes des feignants, vous n'aimez pas travailler, vous n'aimez pas les responsabilités, vous les fuyez et voilà, vous voulez rien faire. Et donc à partir de là, pour vous manager, il faut du contrôle, il faut de la surveillance, du micromanagement, il faut vous dire tout ce que vous devez faire. Ça, c'est la théorie X, qui a été très répandue, qui l'est peut-être encore un peu. La théorie Y, c'est l'inverse, c'est si on leur donne une vision, si on leur donne une motivation, en fait, les gens ont envie de réussir, ils ont envie de responsabilité, ils ont envie que leur projet aille jusqu'au bout et ils s'engagent. Donc, quand on veut mettre en place du bien-être au travail, évidemment, il faut être plutôt partisan de la théorie Y. Et concrètement, sur une équipe tech, ça apporte quoi d'être autonome sur son produit, sa tech, Robin ? Alors derrière l'autonomie, pour moi, il y a un terme qui se cache discrètement, c'est en fait donner de l'autonomie à une équipe, c'est responsabiliser une équipe. Un petit exemple simple, c'est que nous, on travaillait avant avec des demandeurs, ou des clients, peu importe, qui nous disaient on veut telle feature, et on veut telle feature, la step 1, ça va être de faire ça, la step 2, ça va être de faire ça, 3 et 4, ça va être de faire ça, et on leur a dit non, parce qu'en fait, ça marche pas, c'est chiant. Donc, venez, on fait autrement, dites-nous où vous voulez aller et pourquoi vous voulez y aller, et nous, on prend la responsabilité de vous livrer une solution qui va convenir. Cette responsabilisation des équipes, elle a un effet, c'est qu'elle transforme finalement l'équipe, parce que les gens passent de simples exécutants, genre produire du code, à des gens à qui on demande d'avoir une vraie réflexion sur le produit, ou à qui on demande de créer. Et ça donne du sens, et ça motive les équipes. Aujourd'hui, en termes d'autonomie, les quelques exemples que je peux vous donner, c'est que, par exemple, nos développeurs, ils pushent sur master, tout seuls. Il n'y a pas de validation de 1000 échelles hiérarchiques. Ils se débrouillent et on leur fait confiance. Quand il y a un nouveau projet qui sort, s'il y a besoin de choisir une stack, c'est les développeurs qui vont choisir leur stack. On ne va pas leur imposer. Voilà. Et du coup, l'autonomie, ça peut aussi faire que certains font des erreurs. Et le droit à l'erreur, c'est aussi joli dans la théorie. Dans la pratique, Guillaume, tu peux nous en parler ? Dans la pratique, on vire les gens, mais du coup, on n'est plus beaucoup chez Le Bon Coin. Mais non, dans la pratique, évidemment, je pense qu'on est tous humains, ça c'est sûr. Mais du coup, on se trompe tous et c'est pas grave. Ça fait partie de la vie d'apprendre et apprendre par l'erreur, c'est bien aussi. Mais il faut en savoir tirer quelque chose et du coup, ce qu'on fait, c'est que ok, faire une erreur, il n'y a pas de problème, mais comment en fait on peut justement apprendre de ça? Donc il y a plusieurs méthodes. Encore une fois, il n'y a rien de nouveau et c'est des trucs qu'on a entendus 1000 fois, mais ça peut être des post-mortem, des résumés d'incidents. On fait quand il se déclenche un incident sur Le Bon Coin, il y a toute une procédure qui est là, aussi bien pendant l'incident que suite à l'incident, pour justement apprendre, améliorer les choses et tout et tout. Et du coup, c'est ça qui est important en fait, c'est que si on enlève l'autonomie à la première erreur, en fait, on perd toute responsabilité. En fait, les gens vont dire non, je vais juste exécuter comme ça, je suis sûr, et il se passera rien pour moi en fait. Et donc non, l'important c'est d'apprendre de ça et de continuer à être autonome et créatif. Mais pas que sur les erreurs techniques d'ailleurs. Non, pas que sur les erreurs techniques. Et un autre exemple qui est du coup la plus haut et moins technique. Il y a 1 an et demi, on fonctionnait pas très rapidement Le Bon Coin. Je pense que vous le savez tous, ça se voit. Hein. Et du coup, la direction nous a dit, faites comme vous voulez, mais réorganisez-vous pour que ça fonctionne, en fait, pour que vous puissiez délivrer plus facilement de la valeur ajoutée et des fonctionnalités pour les utilisateurs. Et du coup, on a commencé à mettre en place des workshops en essayant différentes
formation ou type d'équipe. Donc là, en ce moment, on est en feature team, mais pour arriver à où on en est aujourd'hui, on s'est forcément trompé. Les premières itérations, on a voulu soit aller trop vite, soit aller trop loin, soit pas faire comme il fallait. Et en fait, on s'est trompé. Mais c'est pas pour ça qu'on nous a dit, hop, bah, vous avez fait des bêtises, on arrête, on reprend un système classique qui fonctionne pas très bien, mais qui fonctionne. Non, en fait, on nous a dit, c'est pas grave, vous en tirez quoi? On a appris. Et maintenant, bah, en fait, on avance. Et ça se passe mieux, et voilà en fait. Donc c'est pour ça, c'est aussi bien l'erreur de base de planter un serveur que de dire, bah, en fait, par rapport à une équipe, comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Donc c'est à tout niveau. En tant qu'équipe, du coup, Julien, comment le management, toi en tant que manager, tu peux aussi favoriser l'autonomie? Oui, bah, c'est un peu dans la ligne de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que tous les efforts des équipes, s'ils ne sont pas soutenus par le management, bah, ils vont mourir. Donc il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour favoriser l'autonomie des équipes. La première, c'est de leur laisser de l'espace et du temps pour la réflexion, parce que la réflexion, ça prend du temps. Donc accepter qu'ils y passent du temps. Faciliter la création de groupes de réflexion. Nous, par exemple, on a créé un backlog où n'importe qui peut remarquer un problème, le poster dessus, se constituer un petit groupe de réflexion avec ses collègues ou qui il veut, proposer des solutions et ensuite les soumettre à la direction pour qu'elles soient mises en place. Et surtout derrière, on leur donne les moyens de mesurer, d'itérer dessus, etc. Bon, c'est aussi accepter qu'ils puissent se tromper, donc éviter les sanctions, plutôt favoriser les débriefs, et puis voilà, la mise en place de choses pour éviter que les erreurs se reproduisent. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc ça, c'était sur la partie qu'on me fasse confiance. C'est aussi important de faire confiance, et pour ça, c'est important d'avoir une vision pour savoir où on va et tout le monde ensemble. D'abord, il y a la vision de l'entreprise, qui est connaître la destination. Il y a la vision produit, qui est comment est-ce qu'on va vers cette vision d'entreprise. Et il y a les valeurs, pour travailler tous ensemble de la même façon. Julien, on peut commencer par la vision d'entreprise. À quoi ça sert ? Alors, la vision de l'entreprise, souvent, on a un peu l'impression que c'est du bullshit marketing. Super, ils nous ont fait un super slogan, génial. C'est pas vraiment ça. Ça a vraiment son importance. Je vous ai mis une phrase de Simon Sinek, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous le tapez sur Google. C'est un monsieur qui est assez connu, qui a dit que le secret de toutes les grandes entreprises qui réussissent et qui durent, c'est que ce que les gens vont acheter, c'est pas ce qu'elle fabrique, c'est pas ce qu'elle fait, mais c'est pourquoi elle le fait. C'est sa vision. En fait, c'est ça qui fait que les gens adhèrent. Un autre exemple, si on prend l'Empire romain, par exemple, il a été bâti sur un idéal, qui est celui de la ville de Rome, qui est un idéal assez grandiloquent. Donc, il voulait civiliser le monde, voulait propager les valeurs de Rome. Et vraiment, les Romains y croyaient. Et les sénateurs romains aussi. Et ça a duré très longtemps. L'Empire a bien fonctionné. Chaque province annexée était alignée, etc. Et puis, à un moment, les sénateurs ont arrêté de croire à ce rêve. Et là, ça a été le début du déclin. Donc, ce qui montre bien que quand vous venez au travail, le matin, vous faites des choses, c'est toujours beaucoup plus motivant de se dire « Ok, là, ce que je suis en train de faire, ça s'inscrit dans cette stratégie et en fait, ça va amener l'entreprise vers ça. Notre objectif, notre enjeu, c'est ça. Si vous n'avez pas ça, il manque un sens à ce que vous faites et du coup, c'est moins motivant. Donc, la vision d'entreprise, c'est important. Ça permet aussi d'aligner toutes les équipes autonomes de façon un peu naturelle dans la même direction. Et du coup, après la vision de l'entreprise, il y a la vision produit. C'est moi ? Robin, c'est toi. C'est moi. La vision produit, pour moi, il y a deux aspects. Le premier aspect qui est très important, c'est la vision de où on va. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut mettre en place comme fonctionnalité. Cette vision, elle est importante parce qu'elle permet d'établir une stratégie en termes de... Alors moi, je suis tech, donc je veux dire, ça va permettre d'établir une stratégie tech, mais ça marche aussi pour l'UX, ça marche pour le juridique, ça marche pour tout ce qu'on veut. Et cette stratégie, elle va permettre à l'initiation du projet, maintenir une cohérence globale jusqu'à la fin du projet. La vision de où on va, elle permet aussi d'établir un mindset un peu global dans l'équipe qui permet aux gens de tous réfléchir plus ou moins de la même manière, ou en tout cas tourner dans le même sens. Et ça permet de gagner en efficacité sur les projets. Et si on rajoute à tout ça
une vision qui pourrait nous être partagée de qu'est-ce qu'on attend comme retour client, en vérité pourquoi on fait ça. On rajoute à tous les développeurs, à tous les gens qui travaillent, on rajoute du sens et donc on rajoute de l'engagement, on rajoute de la motivation parce que les gens savent pourquoi ils travaillent. Un exemple que je peux donner pour Le Bon Coin, c'est que il y a quelque temps, Le Bon Coin a décidé qu'on allait accompagner les Français jusque pendant leurs vacances. Donc on allait les accompagner sur la location de vacances. Le projet, il ne nous est pas arrivé dans les pattes en mode gars, location de vacances maintenant. Ils nous ont partagé cette vision bien en amont, au moment de leur réflexion. Ça a permis à tout le monde de commencer à se préparer, de savoir qu'on allait bosser sur la location. Et quand le projet est arrivé, tout le monde était déjà prêt. Aujourd'hui, chez Le Bon Coin, on a une vision de ce qu'on va faire dans l'année. On sait ce qu'on va faire à 2019, mais on a aussi une vision de ce qu'on va faire dans 2 ans et même jusque dans 4 ans. Donc finalement, on sait déjà sur quoi on va travailler et on est déjà inconsciemment en train de se préparer à ce qui va arriver. Je pense que c'est... Voilà. C'est tout à fait ça. C'est bon, on l'a. Excusez-moi. Ça s'inscrit dans la vision d'entreprise qui se décline en vision produit. Et la dernière partie, c'est travailler tous ensemble de la même façon. C'est les valeurs qui sont très importantes au Bon Coin. Ouais, du coup, ça va avec tout ce qui a été dit. On a 4 valeurs chez Le Bon Coin. On a la créativité, le pragmatisme, la proximité et l'engagement. C'est gagné, c'est bon. Je ne me suis pas trompé. Vous voyez ça ? Alors, et donc du coup, en fait, ça peut, encore une fois, ça peut paraître des grands mots ou des grandes phrases ou des grandes idées, mais il y a ça s'applique à plein de choses. Enfin, pragmatisme, si je prends pragmatisme, par exemple, ça va être ce que je disais tout à l'heure avec les workshops, ça va être d'itérer, de pas continuer à mettre la tête dans le mur, mais plutôt de dire, en fait, c'est peut-être pas bien, mais je vais faire autrement et d'avancer. Proximité, c'est avec un peu tout ce qu'on a dit aussi, ça veut dire que ça rentre dans le cas de toutes les activités faites par les salariés. Ça va être les petits déj d'intégration, des choses comme ça. L'engagement, on va le voir juste après, mais ça peut être des initiatives humaines pour le quartier ou des choses comme ça aussi. Et créativité, c'est un peu tout ça aussi, c'est de dire si on laisse l'autonomie, c'est allez-y en fait, faites des choses, proposez des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par les salariés, même dans le projet. C'est ça en fait, de leur laisser l'autonomie, c'est aussi ça, c'est de leur dire j'avais pas vu ça comme ça, mais en fait tu as raison, c'est chouette de faire ça. Donc c'est des choses où tout le monde s'accroche dessus, enfin tout le monde se rallie dessus. Et c'est justement ces valeurs-là qu'on cherche quand on engage des gens, c'est de se dire est-ce que ces personnes-là ont la même vision que nous, en fait ? Et si c'est oui, alors peu importe finalement le niveau technique ou le reste, c'est ça en fait qu'on sait, ça se passera bien et c'est pour ça qu'on pourra aller encore plus loin ensemble. Super. Et donc, on nous fait confiance, on se fait confiance et en plus, on essaye de continuer à s'améliorer. Oui, en fait, tout ça c'est bien, mais il faut aussi avancer. C'est bien d'avoir une vision produit, vision entreprise, mais si on n'a pas les moyens d'aller vers cette vision, c'est compliqué. Alors comment on donne les moyens ? On essaie de mettre en place l'amélioration continue. C'est quoi ? C'est collectivement, donc tous ensemble, les développeurs, mais aussi le management, c'est observer les situations, identifier ce qui ne convient pas, ajuster, tester et recommencer sans cesse. Ça ne s'arrête jamais. Donc on est tout le temps en train de regarder si les mesures qu'on a mises en place améliorent les choses. Non, oui, qu'est-ce qui ne s'améliore pas ? Et on continue. Et pour pouvoir faire ça, c'est pareil. Il faut que le management laisse de l'espace, du temps, encourage ces réflexions-là, encourage les groupes de réflexion. Donc ça peut être par des sondages, par un backlog où les gens vont poster leurs problèmes, etc., etc. Mais c'est important d'avoir cette démarche itérative. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez chercher Kaizen aussi. C'est un modèle japonais assez connu qui s'inscrit dans l'amélioration continue. Et après, on rentre dans le dernier besoin, qui est le besoin d'accomplissement. Tout le monde veut grandir et apprendre en permanence, et on fait pas mal de choses autour de ça au Bon Coin. Guillaume, est-ce que tu peux nous parler des BBL et des meet-up ? Ouais. Alors, on a pris 2 initiatives qui sont, là pour le coup tech, mais quoique la deuxième moins, mais ce que les devs ont proposé, même d'eux-mêmes, c'était de dire, le midi, on aimerait bien faire des BBL. Donc, pour les BBL, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe, c'est de venir avec son sandwich. On se retrouve dans une agora et la plupart du temps, c'est quelqu'un d'extérieur qui vient
proposer un sujet, faire une présentation, que ce soit sur un feedback ou sur un nouvel outil, ou ça peut être à peu près tout. Et en fait, à quoi ça sert, en plus d'apprendre quelque chose, c'est de peut-être lancer en fait une discussion sur, ouais, on pourrait le faire chez nous, on pourrait s'en servir, ou ah, c'est pas mal, ils ont eu ce problème-là, ils l'ont résolu comme ça. Enfin, ça permet en fait d'apprendre quelque chose autrement que devant son ordinateur sur Internet, en fait, comme on fait la plupart du temps. Et donc, ça permet de faire grandir les gens, de découvrir, d'ouvrir peut-être des mentalités ou des choses comme ça. Donc, c'est assez sympa et c'est assez court. Et on mange ce qu'on veut, donc ça, c'est cool. Le nom n'est pas terrible, par contre, mais c'est pas nous. Et le deuxième, les meet-up. Les meet-up, c'est plus connu. Les meet-up, donc, c'est des groupes d'utilisateurs qui se retrouvent autour d'un sujet technique ou organisationnel. Donc, ça peut être de l'agilité ou un logiciel, par exemple. Et là aussi, c'est intéressant parce que les gens arrivent avec ont un sujet commun, mais arrivent avec leur expérience et leur culture d'entreprise, en fait, ou même leur culture personnelle. Et c'est assez chouette, en fait, d'avoir plein d'avis, plein d'inputs différents sur un même sujet et de s'en faire limite, en fait, son propre avis. Et c'est pour ça que chez Le Bon Coin, on en fait quelques-uns, on participe à quelques-uns. On devrait en faire plus. Mais on héberge, merci, on en héberge beaucoup à la demande de nos développeurs ou des communautés. Donc, si vous avez un meet-up et vous cherchez une grande salle, on sera très, très content de l'héberger. Et en fait, c'est ça, c'est de se dire, pour un développeur, pour chez nous, qu'est-ce que ça nous apporte ? C'est simple, il a fini sa journée, ça peut être l'occasion, c'est un sujet qui l'intéresse, il n'avait pas pris le temps de regarder, de chercher, et en fait, il descend, il en profite, il apprend quelque chose ou pas, ou il dit, non, finalement, c'était vraiment pas ça. C'est pas grave, mais en fait, du coup, il a appris quelque chose et il a grandi. Donc, c'est vraiment ce sentiment en permanence qu'on cherche, c'est de se dire comment on peut proposer ça à toutes nos équipes, finalement. Et voilà. Merci pour la transition. Et voilà. Donc, une autre façon d'apprendre qu'on a mis en place, c'est le T-shaping. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi le T ? Le T-shape. Le T-shape, c'est une représentation des compétences de quelqu'un et de sa capacité à aller collaborer sur des sujets qui sont en dehors de son domaine d'expertise. Donc, par exemple, ça va être un dev back-end Go, par exemple, qui peut aller filer un coup de main sur une problématique front-end en React, par exemple. En gros, faire du T-shape, c'est s'orienter petit à petit vers un pool de compétences full stack. Le T-shape, c'est intéressant parce que ça permet, donc nous on est organisé en feature team, et donc ça permet à tous les techniciens de l'équipe d'être plus concernés par ce qui se passe dans l'équipe, de mieux comprendre les problématiques de l'équipe. Un dev back qui ne fait pas de T-shape, par exemple, une problématique front, ça va lui passer plus ou moins au-dessus. Là, dans la mesure où il est potentiellement amené à intervenir sur une problématique front, tout va l'intéresser. Ça fait qu'on comprend mieux dans l'équipe la portée des demandes, on comprend mieux la complexité des demandes. Et donc, c'est intéressant parce qu'on travaille un peu plus ou moins, on passe de feature team où on avait des experts dans tous les domaines à finalement une équipe où tous les gens sont capables de bosser sur tous les sujets. Et le truc qui est très important avec le T-shape, c'est que logiquement, ça permet de décongestionner les flots de travail. Quand on a une problématique qui affecte une partie ou un aspect de la stack, si tout le monde est capable de bosser dessus, on a moins de bouchons que s'il n'y avait qu'un mec qui était capable de bosser dessus. Et la guilde ? Et donc les guildes, alors les guildes c'est marrant parce qu'en vrai une guilde c'est une équipe. Quand on a fait la transition d'équipe classique, comme on était organisé avant, ce que disait Guillaume, on était organisé en équipe, une équipe front, une équipe back, des équipes mobiles. Quand on est passé en feature team, ça impliquait qu'on n'allait plus avoir plusieurs experts d'un même domaine dans une même équipe. Sauf que les devs, les techs en général, ils ont besoin, c'est presque vital pour eux, d'échanger avec leurs pairs, de se taunter un peu les uns les autres, de se faire découvrir des choses les uns les autres. Donc en fait, les guildes, c'est des rendez-vous qu'on a une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, où les techs d'un même domaine, donc les bacs par exemple, vont se réunir pour échanger sur leur stack, pour faire un peu de pair programming, pour se faire découvrir des choses les uns les autres. Voilà, en fait, ils vont juste échanger sur leur domaine. L'avantage des guildes, c'est que, évidemment, en feature team, on a donc des micro-silos. Le fait de faire des guildes, ça permet de maintenir une cohérence transverse technique sur toutes les équipes. Et voilà.
Et donc, le T-shaping, tout le monde aura toutes les compétences. On cherche néanmoins à recruter des personnes qui soient déjà expertes dans certaines technos, et parfois on a un peu du mal. Et on a mis en place pour ça la LBC Academy. Qu'est-ce que c'est ? La LBC Academy, c'est un peu la télé-réalité Le Bon Coin. En fait, on va choisir 10 développeurs, on va les filmer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Attends, je crois qu'on a dit qu'on ne faisait pas cette blague en fait. Ah merde. Excusez-moi. C'est de l'humour de manager. Non, alors la LBC Academy, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Pourquoi ? Parce que chez Le Bon Coin, on s'intéresse à la montée en compétences des personnes, mais pas seulement des anciens développeurs, mais aussi des nouvelles personnes qu'on recrute. Donc le principe, c'est qu'on a besoin de développeurs React. On a besoin de beaucoup de développeurs React, par exemple. Et il n'y en a pas assez. On va prendre des gens qui sont expérimentés en JavaScript, qui n'ont jamais fait de React, mais qui sont des développeurs qui ont une certaine expérience du développement. Et les 2 premiers mois qui vont passer au Bon Coin, on a mis en place une formation en partenariat avec le réacteur. Ils vont pas produire, ils vont pas faire des tickets sur le site et tout, ils vont vraiment se former. Donc des cours, des exercices, des projets. Et à l'issue de ces 2 mois, c'est bien pour eux, parce que ils ont été payés et en plus, ils ont franchi un gap dans leur carrière. Et c'est bien pour nous, parce que du coup, on se retrouve avec la bonne quantité de développeurs React expérimentés dont on a besoin. Voilà. Et les formations classiques, on n'en a pas parlé ? C'est toujours utile ? Ouais, les formations classiques, c'est toujours utile. Après, ce qu'il faut voir avec une formation classique, c'est que c'est un accélérateur, c'est un starter. Ok, on découvre un sujet sur 5 jours avec un formateur, on met les mains dedans, ça permet de rentrer rapidement dedans. Par contre, si derrière, on n'a pas un peu toutes les mesures dont on a parlé, c'est-à-dire du pair programming, de pouvoir travailler sur cette techno, les BBL, les meet-up, etc., en fait, la formation, on va un peu l'oublier. Donc, si vous avez une société qui vous dit « Non, mais nous, on s'occupe de la montée en compétences des devs », oh oui, on leur a payé une formation l'année dernière. En fait, c'est pas assez. C'est pas ça qu'attend un dev, c'est beaucoup plus. Il faut vraiment qu'il y ait tout l'environnement autour. Et la formation, c'est un starter, mais il ne faut pas s'arrêter là. Et du coup, LBC Academy, c'est compliqué à mettre en place ? Non, c'est pas compliqué. En fait, au final, quand on regarde, un développeur de la LBC Academy va nous coûter à peu près la même chose que ce qu'on paye à un cabinet de recrutement. Donc soit d'un côté, on prend un cabinet, on attend 6 mois le temps qu'il nous trouve le développeur React expérimenté, ou alors on le passe dans la LBC Academy pour le même coût. Et en fait, c'est beaucoup plus fun et il arrive avant. Et le dernier sujet, c'est avoir un impact social. C'est ce qui était en haut de la pyramide. Néanmoins, c'est quelque chose qui est très important aussi et très attendu aujourd'hui. Et on fait aussi pas mal de choses au Bon Coin. Bien sûr, Pauline, très important, surtout aujourd'hui. En fait, on se rend compte que de nos jours, les développeurs accordent beaucoup d'importance à ça. C'est pour ça que j'insiste sur le aujourd'hui. C'était peut-être pas le cas il y a 30 ans, mais aujourd'hui, quand on recrute des développeurs, le fait de savoir qu'il va y avoir des actions sociales, écologiques dans leur entreprise, qu'elle a un impact social ou écologique, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on fait au Bon Coin pour permettre aux développeurs d'avoir ce sens-là ? Ça va être par exemple des team building sociaux. Par exemple, on a donné une journée aux salariés, ils sont allés aider un foyer à repeindre ses murs. Une autre journée, ils ont accompagné des enfants de milieux défavorisés, une journée à la plage. Ils ont travaillé dans une coopérative agricole une journée, enfin ce genre de choses. Donc ça leur permet de s'impliquer. On a aussi accompagné 24 femmes qui sont en reconversion professionnelle sur plusieurs mois. On leur a fait des ateliers, des stages, et on a fini par en embaucher 7 au Bon Coin. Donc là aussi, les développeurs étaient très impliqués, parce qu'au début, quand on m'a dit il faut animer 6 ateliers pour des femmes qui n'ont jamais fait d'informatique de leur vie, j'étais là, ok, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc je suis allé voir les développeurs, j'ai dit bon les gars, aidez-moi, évidemment, parce que je suis un manager moderne qui fait du collaboratif, tout ce que je vous ai raconté avant, je l'applique, pour de vrai. Donc, et là, en fait, ce qui était génial, c'est que j'étais très surpris de la motivation, l'engouement. Ils se sont vraiment massivement impliqués dessus. Ils ont créé les ateliers, ils les ont animés, ils ont accompagné les Miss Code. Voilà. Et en fait, ça montre bien que ce qui les intéresse aujourd'hui, les développeurs, c'est pas juste d'écrire du code, mais c'est aussi de participer à ce genre de choses et de donner du sens. Et voilà.
Là, c'est le vrai et voilà, c'est le et voilà de fin. Alors du coup, on vous a présenté plein de choses. Maintenant, on est prêt à répondre à toutes vos questions et à rentrer dans le détail de ce que vous voulez. Faut rendre un micro. Merci. Et voilà. Merci. C'était juste pour savoir combien vous êtes dans l'organisation à faire vivre cette organisation, justement. Quatre. Tout le monde. Oui, On est 4. c'est vous 4 ou c'est... Non, c'est tout le monde. Oui, mais combien de salariés au Bon Coin alors? Parce que, On est voilà. 900 dans le groupe Le Bon Coin aujourd'hui. Et il y a presque 200 personnes dans les équipes tech. D'autres questions ou pas? Ah, tout au fond. Monsieur là-bas. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez du T-shape. En quelque sorte, c'est de ramener quelqu'un qui n'a pas les mêmes compétences dans une autre compétence en quelque sorte pour qu'il apprenne un peu et qu'il aide, disons, une équipe à qui il n'appartient pas. Bon, bref. Le souci, c'est que on ne perd pas un peu de temps en faisant ça. C'est que si on va donner une responsabilité à quelqu'un sur des compétences qu'il n'a pas, à moins que d'assister à une correction ou plutôt disons, au développement d'une solution, on perd un peu de temps dans l'équipe et que on attend qu'il apprend, qu'il puisse être autonome sur le sujet. Je comprends votre question. Quand on parle de T-shaping, on ne parle pas de full stack. On ne veut pas avoir 7 développeurs qui savent tout faire. L'idée, c'est vraiment d'étoffer la base un peu full stack, mais chacun garde quand même une expertise. Et pour nous, ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement sur la longue durée, puisqu'en fait, cette personne, elle va pouvoir, en fait, à un moment ou à un autre, tirer profit de ses connaissances transverses, et dans les groomings, quand on fait du découpage, dans ses interactions avec ses collègues, elle va pouvoir aussi aider sur certains tickets, mais le but, c'est pas qu'elle développe toute une feature dans une technologie qu'elle ne maîtrise pas. Donc c'est vraiment donner une base un peu full stack à tout le monde, et c'est pas de transformer tout le monde en développeur full stack sur toutes les technologies. Le T-shape, c'est ça. Donc pour nous, c'est un investissement qui vaut le coup, surtout qu'il n'est pas forcément très coûteux à mettre en place. Ça va être des petites sessions de pair programming. Donc à la fois, on va faire du T-shaping, mais à la fois, on va créer du lien entre les développeurs. Ça va être un peu de mob programming tous ensemble. Ça peut être des mini-formations, par exemple, que les développeurs front vont donner aux développeurs back dans un amphi ou dans une salle. Et ça, c'est hyper sympa parce que ça change un peu le quotidien des développeurs front. Ça leur permet aussi de s'exprimer en public, ça leur permet de travailler un peu leur techno. Donc voilà, c'est pas très coûteux. Ça demande pas 6 mois de formation de la personne. Et pour même être plus technique, on fonctionne un peu comme toutes les entreprises. On a de la revue de code et des machines qui testent le code. Et en fait, donner son avis sur quelque chose qui n'est pas de son langage, ça se fait facilement sans se mettre en danger en fait. Si la machine elle est d'accord et que tout est bon, dire moi je l'ai relu, ça me paraît bien. Même si ça casse derrière, au pire c'est pas grave, mais ça fait avancer les choses, ça fait donner de l'autonomie sur d'autres trucs encore, et donc ça se fait assez rapidement et assez facilement surtout. Est-ce que ça répond à votre question? D'autres questions? Oui? Une fois que vous aurez le micro. Merci pour le talk, c'était sympa, c'était vraiment sympa. Sans prix. Petite question par rapport à l'impact sociétal. C'est en collaboration avec Pôle emploi, c'est dans le cadre de la Grande École du numérique. Comment ça s'est arrivé? Comment vous avez trouvé les 24 femmes, par exemple, pour les former, etc. Le programme avec les femmes, c'était en partenariat avec Simplon, une école de code. Donc c'était des nanas qui suivent ce programme qui est gratuit pour elles et qui est en reconversion assez éloignée de l'emploi, et Le Bon Coin a subventionné ce programme pour elles. Sinon, on fait plein d'initiatives très très différentes, donc ça dépend à chaque fois des partenaires. Il y a des partenaires locaux dans le quartier, qui on parlait tout à l'heure, qui aident les SDF dans le quartier. Il y a des partenariats avec des centres défavorisés, qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? On a une équipe surtout qui gère ça en fait. On a 2 personnes qui s'occupent de la RSE, donc globalement en fait qui sont là pour ça peut être dans le quartier, ça peut être comme le Carillon par exemple qui est une
Une asso, ouais, qui permet à des gens sans domicile fixe d'avoir à manger, à boire, une douche dans le quartier. Donc en fait, c'est ça, c'est soit nous on propose, soit on vient nous proposer. Et là-dessus, on essaye d'être assez ouvert et justement de dire, on veut faire ça, on peut le faire, on a la chance de le faire. Donc venez nous proposer des projets, nous on en fait. Et voilà. Mais il y a deux personnes pardon. Il y a l'équipe Il y a deux RSE personnes. qui bosse sur la strate RSE du Bon Coin. Et le Bon Coin, par son activité, a un impact en France pour créer du lien social, pour donner une deuxième vie aux objets, pour éviter qu'il y ait des objets qui soient recréés. Donc la boîte Le Bon Coin, dans son essence, elle fait attention à son environnement. Donc c'était logique aussi pour les salariés qui nous rejoignent, qui sont sensibles à ça, de leur donner d'autres opportunités de s'engager. Il y a un partenariat avec les joyeux recycleurs qui viennent tout rechercher. Il y a un partenariat avec une association dont j'ai oublié le nom qui vient prendre les restes quand on fait des gros événements pour qu'il n'y ait rien qui soit jeté. Et on a mis en place un truc qui s'appelle le RTT solidaire. Donc tu poses un RTT, tu t'engages dans une assoce pendant une journée et après tu peux poser un deuxième jour et il t'est offert par la boîte. Donc tu as 2 jours comme ça par an en engagement et il y en a un seul qui est pris sur tes congés. Ça répond à la question. Un peu rien à voir. Est-ce que du coup, la responsabilité sociétale, mais vraiment avec de gros guillemets très large, parce que je l'ai digresser un petit peu, c'est également l'éco-conception dans les logiciels que vous faites? Est-ce qu'il y a un point de réflexion particulier dans ces machins-là? On va dire qu'il y a un point de réflexion, effectivement. On n'y est pas encore à fond. Il y a un point de réflexion. Hein. C'est lui qui s'occupe du champagne et de tous les sujets où il y a des points de réflexion. Mais non, un truc qui a été testé un peu comme le format le midi, ça commence à être à la mode la low-tech un peu. Et il y a ça en fait, il y a des gens qui ont proposé de dire est-ce qu'on pourrait pas essayer de passer une partie du site en low-tech. Bon, le Bon Coin c'est 28 millions d'utilisateurs donc ça va faire beaucoup de low-tech. Mais en fait, il n'y a pas eu de non, en fait, c'est débile, ça ne marchera pas et ça ne s'applique pas. Ça se trouve pour certains points, peut-être qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas compris maintenant, mais on pourra le faire en fait. Et c'est de dire, ouais, en fait, essayons, voyons ce que ça donne. De toute façon, on ne va pas changer le site là tout de suite, donc il n'y a pas de risque, mais essayons en fait. Donc c'est ça, en fait, ça peut aussi, je pense, peut-être dans ce cas-là, fonctionner et essayer de faire ça aussi dans le milieu de la tech. Merci beaucoup. De rien. Oui, les demoiselles là-bas qui ont un micro. Bonjour, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez présenté comme initiative pour rendre les développeurs heureux et j'ai quand même une question. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact de ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous sentez qu'il y a une progression? Est-ce que les développeurs sont plus heureux, se sentent mieux maintenant chez Le Bon Coin? Oui, bien sûr, on mesure, on essaye de mesurer très très régulièrement, mais la plus grosse enquête qu'on fait, ça s'appelle Great Place to Work, c'est un truc qui est national, et donc on l'a fait depuis 8 ans. Et donc chaque année, on se compare par rapport à nous-mêmes sur les mêmes questions, comment on a amélioré, et on se compare par rapport à d'autres boîtes en France qui sont aussi labellisées. Et cette année, on est 4e en France dans notre catégorie, et on a 87% des salariés qui disent que c'est une entreprise dans laquelle il fait vraiment bon travailler. Les techs, leurs résultats de l'année dernière par rapport à cette année, on a encore progressé sur plein de trucs. Donc il y a encore plein de sujets sur lesquels il faut qu'on s'améliore. Mais oui, on mesure et a priori, les collaborateurs sont plutôt engagés. Il y a un autre, peut-être du côté management, il y a une autre chose qui nous montre que les gens sont heureux au Bon Coin, c'est qu'il y a beaucoup de cooptation. Enfin, les gens, voilà, dès qu'on recrute un développeur, généralement dans l'année, il va nous en ramener 2 ou 3 autres. Ah ouais, viens, c'est génial. Et puis les gens, ils viennent, ils ont déjà des étoiles dans les yeux avant même que je commence l'entretien. Donc, je pense que ça, c'est un bon signal aussi du fait que les gens sont heureux, quoi. On a 25% de cooptation. Oui, 25% de cooptation. 25% de cooptation. 25. Oui, bonjour, merci pour cette présentation où vous avez vraiment une vision globale, un petit peu comme tu l'as présenté, de tous les besoins. Donc ça couvre énormément de choses. Et un peu pour rebondir sur la question qui avait été posée tout à l'heure sur comment vous mesurez ce bien-être au travail, quel est votre taux de turnover au niveau des équipes tech? Le taux ou la durée? C'est la durée moyenne ou... Les deux, mon capitaine.
Moi, j'ai En une vrai, idée. je ne vais même pas faire de langue de bois, mais je ne sais pas la dernière stat. La durée moyenne, c'est 3 ans, Ouais. mais en même temps, on recrute tellement que il y a des gens. Là, on est 900. Il y a 3 ans, on était 450. Enfin, donc, on a doublé. Donc, oui, la durée moyenne, c'est que 3 ans. L'ancienneté et le turnover. Le taux, il est Je vais regarder, ouais, je te le connais pas dirai trop. plus tard. Mais c'est ça, c'est 3 ans en moyenne la durée, sachant que on recrute à peu près 150 ou 200 personnes par an, quoi. Désolée, pas avoir le chiffre. On n'a pas plus d'infos hein, là-dessus. Moi, j'ai les chiffres qui vont bien. Je sais pas s'il y a d'autres questions. On n'a plus le temps. Ah, ouais, on peut faire en off. Si. Dehors, si vous voulez, pas de problème, venez nous voir. Merci.